Ok. Yes. Alors, rapidement, bonjour tout le monde et merci d'être là pour cette session Bichère et ce talk. Là, je voulais rapidement vous parler une minute de nous, de GroupBiz, de ce qu'on fait. Alors, nous, on est un groupement d'experts tech sur des technologies data, cloud, DevOps et autres. Donc, on est un modèle hybride avec des freelances majoritairement, mais on a aussi du portage salarial et aussi des salariés. Mais on crée vraiment une émulation technique avec des très bons profils, avec un label qualité, et on travaille chez les clients de la place. Et on a aussi des talks mensuels, on a aussi des side projects. On grandit, on a des partenariats aussi avec des cloud providers comme GCP. Donc, grâce à ça, nos adhérents, qu'ils soient freelance ou non, peuvent passer des certifications gratuitement. Donc, en fait, GroupBiz, voilà, c'est une émulation technique, un regroupement de très bons profils ensemble et du partage de connaissances et le fait de travailler ensemble chez des clients de la place. Voilà. Donc, je te passe la main, Thomas, qui va nous présenter un sujet très intéressant avec SQL Mesh et Daxter. Donc, voilà, Thomas, à toi de jouer. Yes. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Je vais commencer par partager tout l'écran. Alors, si vous avez des problèmes pour voir, j'ai un écran immense. Faudra me dire, je vais essayer de réduire un peu la taille des choses. Alors, je vais déjà vous montrer SQL Mesh. Je vais commencer par la base. Je vais vous montrer SQL Mesh, à quoi ça ressemble. Si vous êtes habitué à DBT, vous allez franchement pas être perdu. Ça ressemble beaucoup. Il y a un fichier de configuration, voilà, classique, YAML, avec ce qu'on appelle des gateways. La gateway, c'est la base de données cible que vous voulez utiliser. Donc, ça peut être du MySQL, ça peut être du Postgre, ça peut être du BigQuery. Enfin, il y en a plein qui sont supportés, Snowflake, etc. Ensuite, vous avez la notion de site que vous connaissez déjà sur de manière assez classique sur DBT. C'est pour charger des fichiers CSV. Donc voilà, là, c'est un seed. Après, vous avez les fameux modèles qui est du SQL, en fait, tout simplement. Alors, la petite différence avec DBT, c'est que il y a quasiment pas besoin de faire des trucs custom comme utiliser du Jinja bizarre avec des sources, de faire des refs, etc. Là, tu écris du SQL classique. Tu peux appeler tes tables normalement. Comme en fait derrière il y a SQL Glot et qu'il arrive à comprendre le SQL, en fait il arrive vraiment à comprendre le SQL. SQL Glot il fait un AST, etc. T'as pas besoin de faire des espèces de sorcellerie Jinja, ça fonctionne. Alors là je vais vous décortiquer un petit peu comment ça marche un modèle SQL Mesh. Il y a un bloc de métadonnées, un peu comme sur DBT. Donc tu lui donnes un nom, tu lui donnes un type, donc il y a du full, il y a des modèles incrémentaux. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un modèle incrémental. Donc là, tu vois, c'est un incrémental. Tu choisis la colonne sur laquelle tu veux faire ton incrément. Tu peux rajouter des tags. Pour les incrémentales, tu vas mettre une start date à partir de quand tu veux calculer tes données. Tu as la notion de cron. Alors ça n'existe pas du coup sur DBT. Parce qu'en fait, SQL Mesh, la philosophie d'SQL Mesh, c'est plutôt comme Terraform en fait. Ils expliquent que leur philosophie, c'est comme Terraform. C'est complètement stateful, contrairement à DBT justement, ou qui est stateless. Donc, en gros, tu vas déclarer des modèles, tu vas déclarer une intention, qu'est-ce que tu veux déployer. Lui, il va comparer la réalité avec le state et il va essayer de réconcilier les deux. C'est-à-dire, en gros, il va détecter s'il y a des changements entre ce qu'il a stocké dans son state et ce qu'il voit. Ce que toi, tu as déclaré. Il va éventuellement détecter s'il y a des changements cassants, des breaking change. Et s'il y a des breaking change, donc ça peut être des breaking change de type direct ou indirect, il va te proposer des backfills pour aligner tes données avec ce que tu veux comme données, vraiment. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de mon modèle SQL Mesh from scratch. Donc je vais détruire, je vais utiliser comme la commande qui s'appelle Terraform Destroy, on a la même. Donc on va faire UV run. On va repartir comme si j'avais plus rien sur mon SQL Mesh. Donc là, ça va détruire toutes les tables. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas dans le bon projet. C'est bien, c'est magnifique. Alors, voilà, c'est ici, UV run SQL Mesh destroy. Donc là, ça va littéralement détruire toutes mes tables. Voilà. Je vais vous montrer un peu le flow normal SQL Mesh. Je pense que je sais pas si j'ai fait le tour au niveau des modèles, mais voilà, globalement, je vous ai expliqué comment ça marche les modèles. Et un autre truc que je voulais vous montrer,
avant de faire les commandes SQL Mesh, c'est les audits. Alors, qu'est-ce que c'est un audit? C'est l'équivalent des DBT tests pour ceux qui sont familiers avec ça. En gros, tu peux déclarer des audits ici. Tu peux aussi déclarer des audits en SQL si tu veux des audits ultra précis. Et en gros, ça fait quoi? Par exemple, cet audit-là, ça dit que on s'attend à ce que ce modèle-là, il ait minimum 10 lignes. Là, la colonne Customer ID ne doit pas être nulle. Voilà, c'est assez classique. En fait, c'est des audits qui sont préconçus, qui te permettent de faire des trucs assez simplistes. Donc là, par exemple, la colonne Store ID ne doit pas être constante, doit avoir plusieurs valeurs. Donc voilà, ça, c'est les audits. SQL Mesh, donc c'est assez classique pour ceux qui sont accoutumés, on va dire, à DBT. Donc là, j'ai détruit mon modèle. Maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est faire la commande qui s'appelle plan. C'est la même chose que Terraform plan, en fait, c'est-à-dire que ça va regarder s'il y a des changements à faire et ça va vous demander de confirmer ou non les changements qu'il va vous proposer. Donc, quand on met juste une commande comme ça, sans rien derrière, ça veut dire que c'est sur la production. Donc, par défaut, il y a toujours l'environnement de production. Ensuite, on peut créer des environnements de dev, des environnements par développeur. On peut créer autant d'environnements qu'on veut. En fait, c'est des environnements qui sont virtuels. C'est ça qui est assez stylé sur SQL Mesh. C'est-à-dire que les données, physiquement, sont calculées qu'une seule fois. Et après, c'est un système de vue. Enfin, derrière, dans les coulisses, c'est un système de vue. Mais eux, ils expliquent que c'est des environnements virtuels. Donc, tu peux créer autant d'environnements virtuels. Et SQL Mesh, en fait, ce qu'il va faire, c'est que il va calculer les données qu'une seule fois. Et après, c'est comme un système de pointeur. Si les données ont été calculées sur un des environnements de dev, il ne va pas les recalculer les mêmes sur la prod. En fait, il va juste changer le pointeur. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Donc là, je vais lancer le plan. Donc ça va voir qu'il y a plein de trucs à calculer. Donc là, il me dit qu'il y a 22 modèles à calculer. Il y a besoin de faire du backfill parce qu'évidemment, il n'y a rien. Donc je vais dire oui. Donc là, on voit tous les modèles qu'il est en train de calculer. La plupart, c'est du full refresh. C'est pour ça que, à part celui-là, tout incrémental, c'est pour ça qu'il les recalcule. En fait, full refresh, parce que c'est du full ici, comme ça. Voilà. Alors là, il y a un souci. Je sais pourquoi. Alors, je vais aller sur Daxter et je vais corriger l'erreur. Je vais lancer la UI Daxter. J'ai oublié de faire un truc. Alors, je vais run DG. Je vais vous montrer un autre truc sur Daxter, du coup. En fait, là, j'ai une de mes tables les données sont pas bonnes dedans. Donc là, je vais lancer Daxter et je vais juste relancer l'exécution de la table. Alors attends, c'était laquelle table qui a planté? C'est Store. Ok. Alors, je vais aller sur la. Vous voyez mon écran, c'est bon? Hop, je vais partir du principe que oui. Ouais. Alors, hop. Je peux pas virer ça, là. Okay. On ira sur Daxter après, mais ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter end ending. Et donc, c'était store, on a dit. Donc là, je vais redéclencher la gestion de la table. Voilà. Tant que ce soit terminé, normalement, je vais pouvoir refaire ma commande SQL Mesh. Ça oublie de renettoyer ma table. Et après, je vais refaire ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre avant que ça, en attendant que ça tourne? Bon, ça va être rapide, hein, ça va durer 2 secondes. Voilà, c'est bon. Du coup, désolé pour la petite. Hop, donc moi, je vais recommencer. En fait, ce qui s'est passé là, c'est que justement, il y a un audit qui a planté, en fait, celui-ci. Celui-ci, il a planté, il te dit, en gros, il y avait le store ID, ils avaient tous la même valeur. C'est normal, c'est moi qui l'avais fait, volontairement, mais j'avais oublié de revenir en arrière. Donc voilà, c'est fait. Donc maintenant, admettons qu'on veuille faire un environnement de dev. En fait, tu refais la même commande et tu fais dev. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'en gros, il fait une sorte de fork. Si on compare ça à Git, en fait, on pourrait comment comparer ça à Git? Il va prendre la prod et il va faire des vues basées sur la prod et il va créer un nouvel environnement virtuel basé là-dessus. Donc là, il va me dire qu'il n'y a pas de changement parce qu'effectivement, entre la dev et la prod, il n'y a pas de changement.
Maintenant, si je veux, je peux faire, admettons, ajouter une nouvelle commande. Voilà. J'ajoute une nouvelle ligne. Et donc là, je recommence. Là, il voit qu'il y a un breaking change. Enfin, il voit qu'il y a un changement. Il dit que c'est non-breaking parce que c'est une nouvelle colonne et qu'il n'y a pas de, il y a pas de colonne, ça impacte pas les tables, hein. Mais du coup, il te demande quand même de faire un backfill. Donc, si je fais ça, donc là, ça a calculé la nouvelle table des stores, mais uniquement sur mon environnement de dev. Ce que j'ai fait plein de dev. Maintenant, admettons que je veuille pousser cette feature-là, enfin, cette nouvelle colonne sur la prod. La seule chose que tu as à faire, c'est que tu retires dev, tu appliques le plan sur la prod. Il va te refaire le même, il va te redétecter la même chose. Là, tu fais yes. Et donc, là, c'est bon. J'ai sur la prod, j'ai les mêmes données. Et vous voyez, c'est instantané. Il y a pas de calcul, en fait. Parce que c'est une opération atomique. C'est-à-dire que comme il a son système d'environnement virtuel et que la donnée a déjà été calculée en dev, sur l'environnement de dev, il change juste le pointeur de la table. Il dit, OK, maintenant, ma table store, c'est celle qui a été calculée sur l'environnement virtuel dev. Voilà. Donc, le layer physique, il est calculé toujours qu'une seule fois. Voilà. Donc là, j'ai fait ça sur SQL Mesh. Du coup, maintenant que j'ai fait ça, il y a une autre commande SQL Mesh qui s'appelle run. Et run, qu'est-ce que ça fait? Ça fait à peu près la même chose que le plan et le apply, sauf que ça ne fait que calculer les données qui ont besoin d'être calculées. Ça ne gère pas les breaking change, ça ne gère pas la promotion des environnements, etc. Donc si je fais, admettons que j'ai un modèle qui est daily, et ben, si je veux calculer tous les jours mes nouvelles données, je vais plutôt lancer SQL Mesh Run. Donc là, il va en calculer parce qu'en fait, j'ai des modèles qui ont un cron à 5 minutes. Donc là, il y a 5 minutes qui sont passées. Donc tous ceux qui ont un cron à 5 minutes, SQL Mesh voit qu'ils n'ont pas été calculés depuis 5 minutes. Et donc quand tu fais le run, eh ben, il recalcule tous ceux qu'il a détectés qui ont besoin d'être recalculés. Enfin, c'est pas forcément tout recalculé. Là, ça recalcule tout parce que c'est un full. Mais il y a aussi des modèles incrémentaux. Donc, si j'avais un modèle incrémental sur 5 minutes, il calculerait que les nouvelles partitions de la donnée. Voilà. Pourquoi je vous explique ça? Parce que l'outil que je vais vous présenter, il ne fait que cette commande-là. C'est-à-dire que la partie où tu vas faire un plan, tu vas faire un apply, tu vas promote les environnements, tout ça n'est pas dans le scope de l'outil que je vais vous présenter. L'orchestrateur, son taf, sa responsabilité, c'est de calculer les données. Les calculer qui ont déjà été validés, ou le plan a déjà été validé. Parce qu'en fait, dans le state SQL Mesh, il garde tout, en fait. Il garde les requêtes SQL, il garde les macros, il est capable de tout recalculer juste avec son state, tout ce qui a déjà été validé. Donc, si vous devez faire un plan, un apply, etc., vous allez plutôt le faire dans votre CI/CD ou avec la command line pendant la phase de développement. C'est ce que j'explique dans le module. Le module, lui, que je vais présenter, il ne fait que lancer les commandes de run. Du coup, on va aller sur Daxter maintenant. Hop, voilà. Alors, je vais juste faire ça. Je vais vous montrer un peu tout l'ensemble. Alors, j'ai fait donc 3 layers. Peut-être que je vais faire un peu le tour de Daxter d'abord avant de revenir sur les assets. Alors, Daxter, comment c'est fichu? Il y a des définitions. Ici, on s'en fiche un peu. On va commencer par les runs. Les runs, bah, c'est les jobs qu'on a lancés. Donc, tout à l'heure, j'ai fait un job d'ingestion. Le job d'ingestion, bah, c'est un run. On peut voir les logs ici. Voilà, c'est comme les tasks. Je pense que c'est comme les tasks Airflow, quoi. C'est à peu près l'équivalent. C'est tous les jobs qui se sont lancés. Les assets, on va y revenir. Les jobs, en fait, bah, du coup, quand tu lances une matérialisation, ça lance des jobs, ce qu'ils appellent sur Daxter, on va dire l'abstraction autour du calcul. Voilà. Donc un job, il peut y avoir des opérations à l'intérieur. Ça peut être, en gros, un job, c'est un graphe d'opérations, des ops. Bon, là, je rentre dans le détail, on s'en fiche un peu on s'en fiche un peu là pour la démo, mais voilà, faut le savoir. Les automations, c'est assez facile à comprendre ce que ça fait.
Par exemple, il y a les sensors. Si vous connaissez bien Airflow, les sensors, c'est une espèce de tâche en fond qui tourne en permanence ou toutes les X minutes, qui détecte quelque chose, qui réagit à un événement, par exemple, et puis après qui lance une tâche. Il y a la même chose sur Daxter. Tu peux faire des sensors. Voilà. Par exemple, tu as des sensors pour la fraîcheur de la donnée. Donc ça, c'est une feature de Daxter. Tu as des sensors qui sont quasi automatiques qui détectent la fraîcheur de la donnée. Voilà. Tu peux faire des sensors pour, je sais pas, gérer des fichiers, etc. Voilà. Ensuite, il y a dans les automations, il y a le truc classique qui est le scheduler. Donc, tu définis une expression cron et tu lui dis quels sont les assets que tu veux exécuter. Et toutes les X minutes, il va exécuter son job. Donc là, vous voyez le module que j'ai développé, le module open source qui s'appelle DG SQL Mesh. Il tourne toutes les 5 minutes. Donc en fait, il expose ce scheduler. Et pourquoi toutes les 5 minutes? Parce qu'en fait, ici, il récupère tous les crons qui sont dans les modèles SQL Mesh. Il regarde la plus faible granularité. Donc là, il a vu qu'il y en avait un qui était à 5 minutes. Et du coup, il s'adapte à ça. Il prend la plus faible granularité qu'on a dans SQL Mesh. Et donc là, si je l'active, en fait, vous pouvez aller siroter votre café, votre thé, tout ce que vous voulez. Ça va tourner tout seul. Enfin, toutes les 5 minutes, ça va se lancer. Ça va lancer un SQL Mesh Run et vos modèles seront a priori toujours à jour. En tout cas, le plus à jour possible. Donc là, si je l'active, ça va lancer des jobs SQL Mesh toutes les 5 minutes. Mais là, je vais les lancer à la main. Mais en tout cas, il y a un schedule adaptatif qui est proposé dans le module. Ensuite, il y a la partie deployment. Ça, c'est tout ce qui concerne surtout le code source. En fait, il y a la notion de code location. Comme vous voyez, la code location, c'est où est déployé le code source. Ça peut être sur GitHub, sur GitLab, ça peut être en local. Là, c'est du local. Tu peux avoir plusieurs code location. Tu peux faire de la logique en fonction du code location, etc. Voilà. Ça, c'est les démons. Donc, c'est un peu comme Airflow. Il y a plusieurs démons qui tournent. Il y a un démon pour les sensors, il y a un démon pour les backfills, il y en a un pour le scheduler, etc. Voilà. Tu peux gérer des pools de la concurrence aussi. C'est un orchestrateur assez moderne. Hein. Enfin, tu peux faire des pools. Tu peux aussi faire de la concurrence avec des tags de concurrence. Donc là, le module, il expose ce tag-là, ce tag de concurrence, cette clé de concurrence. Et moi, je demande à l'utilisateur qui utilise le module de mettre la limite à 1 parce que SQL Mesh, l'outil, il n'est pas fait pour être lancé en parallèle. Si tu lances plusieurs jobs SQL Mesh en parallèle, comme c'est stateful, justement, c'est comme si tu lançais plusieurs commandes Terraform, plan ou apply en même temps sur le même state, tu vas avoir des problèmes. Là, c'est pareil. Tu risques d'avoir des états inconsistants, etc. Donc là, actuellement, tu peux pas paralléliser les jobs. Enfin, tu pourrais, mais tu vas au-devant d'une catastrophe, quoi. Donc, je vais revenir sur les assets. Donc, il y a plusieurs vues sur les assets. Donc, il y a une espèce de vue comme ça avec des folders. Je trouve pas ça très sexy, mais voilà, il y en a qui doivent l'utiliser. Et donc, ce qui est intéressant, c'est le lineage. Voilà. Donc, on y revient. Donc, alors, cette partie-là est pas gérée par SQL Mesh. C'est du Daxter pur et j'utilise un module open source et il y a un composant de Daxter qui s'appelle Sling. Enfin, c'est le composant Daxter pour Sling et Sling, c'est un outil open source d'ingestion. Donc, ce qu'il fait, c'est que là, mon module, en gros, là, j'ai des fichiers, comment dire, CSV. Ils sont là. Et en fait, voilà, c'est ces fichiers-là qui sont ingérés, en fait. Donc là, si je les ai lancés tout à l'heure, mais je peux tous les lancer, mais j'en ai lancé un tout à l'heure, c'est pas beaucoup d'intérêt de les relancer, mais c'est ça qui va, c'est ces tâches-là, enfin, c'est ces assets-là, qui vont insérer mes données sur PostgreSQL. Donc là, tout tourne sur PostgreSQL. C'est un projet de démo, il est disponible sur GitHub. Voilà. Ensuite, j'ai créé un layer qui s'appelle staging où j'ai mes tables intermédiaires. Donc là, je vais filtrer pour avoir que ceux de SQL Mesh. Alors, on va mettre SQL Mesh. Voilà. Donc là, j'ai vraiment que du SQL Mesh. Parce que dans le projet de démo, il y a aussi du DBT hein, pour ceux qui sont intéressés pour voir l'intégration avec DBT Core. Hein, précise. Donc là, on a nos modèles de staging. Voilà. Et là, on a nos data marts qui est la couche finale de nos données qu'on va éventuellement exposer sur du Power BI, sur du Looker, ce qu'on veut sur nos outils de BI.
Maintenant, je vais aller sur un asset pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je vais aller sur celui-là, je pense que ou c'est orders, je sais plus. Ça va aller sur celui-là. Donc là, il y a une autre vue. Je vais revenir, c'est pas celui-là que je cherchais, c'est plutôt celui-là, je pense. Voilà. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de, en fait, il y a une espèce de data catalogue à l'intérieur de Daxter. En tout cas, l'équivalent d'un data catalogue. Il n'y a pas autant de features que dans un data catalogue type Colibra ou autre, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de métadonnées qui sont collectées et qui sont visibles sur la UI de Daxter. Donc, on a une vue, une espèce d'overview avec beaucoup de choses ici au niveau de la définition. Donc, on peut voir même le code source. On peut voir le kinds, donc on voit que c'est du Postgre et c'est géré par SQL Mesh. On peut voir la code location, les schedules. Donc, il y a 2 schedules qui peuvent le trigger. Ici, on arrive même à remonter les colonnes. Donc, en fait, si je cherche ici orders dans mon modèle SQL Mesh, on va retrouver les infos, en fait. Je vais aller là. Je vais aller dans les marks. Hop. Donc, ici, vous voyez, j'ai un gros bloc de métadonnées avec plein de trucs, des audits, les column description. Et c'est exactement les column description. Vous les voyez, ils sont là. Enfin, ils arrivent là. Ça atterrit là. Donc, on a plein de métadonnées qui viennent de SQL Mesh, la code version, les column description, on a déjà vu, le cron, à quelle fréquence c'est lancé. On a le kind SQL Mesh, on voit que c'est du full, etc., etc. Donc, on arrive comme ça à remonter pas mal de métadonnées. Donc, d'ici là, vous pouvez matérialiser depuis ici, mais on va pas faire comme ça. C'est pas comme ça que je vais faire. Donc là, vous avez des events. Et alors, un autre truc que je vais vous montrer, c'est les checks. Qu'est-ce que c'est les checks? Eh ben, c'est l'équivalent des audits. Donc, en fait, sur Daxter, il y a un concept qui s'appelle les asset checks. Et en fait, c'est la même chose que les DBT tests ou les audits. D'ailleurs, dans l'intégration DBT, les DBT tests sont transformés en asset check. Et dans mon module à moi, du coup, c'est les audits qui sont transformés en asset check. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un bout de code, en tout cas un morceau de compute qui va déterminer si ton asset est conforme à ce que tu lui as demandé. Donc, par exemple, là, ces colonnes-là doivent pas être nulles. Là, il doit y avoir 10 lignes. On voit même la query qui a été générée, en fait, qui a été utilisée pour lancer le test. In fine, c'est des requêtes SQL qui sont lancées sur ta donnée pour voir si c'est conforme à ce que tu attendais. Et donc ça, si je vais sur orders, les audits, ils sont ici. Ils ont cette forme-là, tu vois, numbers of row, not null, unique value, donc ils atterrissent, ça atterrit là. Ensuite, il y a une autre vue qui est le lineage, qui est vraiment bien fichu. Donc là, j'étais sur STG orders, et donc je peux voir les assets upstream, downstream. Je peux augmenter le nombre de nodes. Si je fais ça, voilà, j'ai un peu plus de visibilité. Ça, c'est vraiment incroyable comme vue. J'adore cette fonctionnalité. C'est vraiment très, très stylé. Bon, du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer tous mes modèles qui sont là. Hein. Alors, je vais rajouter end. Il y a une syntaxe qui est vraiment sympa, qui permet de filtrer tous tes modèles. Donc, une fois que tu as bien filtré tes modèles, soit tu peux cliquer sur tes modèles, tu peux en sélectionner plusieurs et faire Materialize Selected. Et donc là, je me suis embêté à créer un sélecteur particulier, donc je ne vais pas faire ça, je vais juste faire Materialize All. Là, je vais tous les lancer. Tous ceux qui sont visibles à l'écran. En fait, ça lance tous ceux qui sont visibles à l'écran. Ça va être un peu long parce qu'il y en a un certain nombre. Enfin, un peu long, tout est relatif, il n'y a pas beaucoup de données, hein, puis pas beaucoup de données. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est que bon, là, on voit ce qui se passe. On peut aller voir le run. Donc, il y a un run qui tourne. Il est là. Puis là, on voit qu'il commence à arriver. Tac, tac, il y en a qui sont en train de se faire. Alors, il y a des modèles qui sont skip. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il y en a qui sont skip. En fait, SQL Mesh, comme je vous dis, il est optimisé pour ne pas calculer la même donnée plusieurs fois si c'est pas nécessaire. Vraiment, tout l'objectif d'SQL Mesh, c'est de ne jamais recalculer les données où c'est inutile de les recalculer. Donc, par exemple, si vous avez un modèle de type daily en mode full, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que j'ai en daily? Je vais plutôt aller dans les STG. J'en ai un qui doit traîner quelque part. Alors, pas celui-là.
Store, supply, tweets. Ah, voilà. Donc, par exemple, les tweets, lui, c'est un full, donc il va tout le temps le recréer en daily. Bah, si SQL Mesh a calculé ce modèle-là ce matin, admettons, et que je relance un SQL Mesh Run dans l'après-midi, comme il a tout gardé dans le state SQL Mesh et qu'il sait qu'il a déjà calculé le modèle le matin, il va skip le modèle, il ne le recalcule pas. Et du coup, le module que j'ai développé, il arrive à détecter les modèles qui ont été skip par SQL Mesh et ceux qui ont vraiment été calculés. Et donc, il va skip des modèles. Alors, le run est fini et je vais vous montrer qu'est-ce que ça va faire. Ah, attends, je vais revenir en arrière pour pas perdre voilà. Hop, je vais attendre un petit peu ou alors je vais juste rafraîchir. Voilà. Alors, un peu. Donc, ils sont materialized. Et donc, tous ceux qui ont un cron A5, qui ont été calculés récemment, en fait, le choix que j'ai fait, c'est que j'ai créé en fait une sorte de check. En fait, j'ai créé un check qui te dit est-ce que SQL Mesh a vraiment exécuté le modèle au dernier run. Donc là, en fait, comme celui-là, on l'a calculé il n'y a pas longtemps, il y a 5 minutes, et en fait, il la skip. Voilà, tout simplement. Donc si je relance cette matérialisation dans 5 minutes, ce check-là sera vert. Parce que on sait que celui-ci, son cron, c'est 5 minutes, si je ne m'abuse. Voilà, c'est 5 minutes. Donc si je relance cette matérialisation dans 5 minutes, il sera vert le check. Mais là, ce coup-ci, sur cette matérialisation, c'est un warning, hein, ça bloque rien en fait, hein, ça n'empêche pas de bloquer, ça ne bloque pas les matérialisations downstream, ça bloque pas du tout. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais volontairement prendre un modèle où il y a des assets bloquants. Donc moi, je prends en général stores, voilà. Donc là, vous voyez stores, il y a un audit qui est bloquant, qui est notre constante sur le store ID. Donc toutes les valeurs du store ID doivent être différentes. Ce que je vais faire, c'est que je vais volontairement pourrir ma donnée et ma donnée source. En fait, je vais la corrompre. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure et que j'ai oublié de revenir en arrière pour vous montrer ce qui va se passer. Donc, alors, je vais déjà vous montrer à quoi ressemble la table normale. Enfin, on va dire voilà. Hop. Donc la table normale, elle ressemble à ça. Il y a quasiment rien. Il y a 6 lignes dedans, je crois. Donc, vous voyez, les ID sont tous différents. Ça doit être des UID. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais corrompre cette table. Et du coup, quand je vais relancer, en principe, l'audit devrait fail. Il faut attendre 5 minutes. Mais le temps que je le fasse et tout, ça fera presque 5 minutes. Tac, je vais corrompre ça. Je vais la corrompre. Voilà. Hop, voilà. Maintenant, on va attendre un petit peu. Tac, tac, tac. À 7. On va regarder, c'était quand qu'on l'a calculé. Il y a 4 minutes. On va attendre un petit peu. Alors, il y a moyen de forcer que ça se recalcule, mais c'est un peu relou à faire. Qu'est-ce que je peux vous montrer en attendant? Dans les runs. On va aller voir le dernier runs. Et donc là, on voit tout ce qui a été tout ce qui a été calculé. C'est quand même pas mal fait, hein. Tu peux filtrer la STD out, la STDR. C'est un système événementiel, hein, Daxter. C'est vraiment tu émets des événements, tu peux les écouter, etc. Ah oui, je vais vous montrer un truc. Comment on utilise le module, parce que du coup, c'est un module open source qui fait ça, que j'ai développé. Il est sur PyPy. Je vais vous montrer où est-ce qu'il est sur PyPy. PyPy. Voilà. Vous tapez DG, mesh. Je viens de refaire une release ce matin. Non, il y a 1 heure. Donc voilà, il est là, le projet. Il est sur GitHub, il est sur mon GitHub. Et donc, il y a une petite doc qui est hébergée dans ce coin-là. Voilà, donc là, il y a une vraie doc. API référence, user guides. Et donc, ok, ça a l'air de marcher de ouf la doc. Data flow, next step. Example.
Donc là, il y a des exemples de comment on l'utilise, mais ce que je vais vous montrer, c'est la partie composant. Donc voilà, en fait, il y a une feature qui est assez récente sur Daxter, elle a même pas 3 mois, je dirais. Il y a 2-3 mois, ils ont sorti une feature qui est vraiment très intéressante sur Daxter. C'est que maintenant, sur Daxter, tu peux, si tu veux pas écrire du code Python sur Daxter, tu peux avoir un SDL en YAML. Donc en fait, tu vas exposer toi en tant que créateur de modules Daxter. Au lieu d'exposer une API Python à tes utilisateurs, tu vas exposer une API YAML et c'est exactement ce que je fais dans mon projet. Donc en fait, pour utiliser ce module-là, il suffit juste d'avoir ce YAML et de le remplir. Et donc, où est-ce qu'il est rempli dans Shuffle Platform? Il est rempli ici. Donc, je vais dans SRC, en Definition, et DOS. Ensuite, il doit avoir SQL Mesh ici. Et puis là, j'ai un fichier YAML. Voilà. Donc là, tu vas chercher le composant. Tu lui dis où est ton projet SQL Mesh, où elle passe, la gateway que tu veux utiliser, l'environnement. Donc moi, j'utilise la prod. Donc le concurrency job limit si tu veux. Le group name par défaut. Donc le group name, c'est ce qui est sur Daxter, c'est là où il y a des espèces de boîtes là qui sont ça met les assets dans des boîtes. Éventuellement quelques trucs en plus. Et ça permet de mapper ce qu'on appelle les external assets sur SQL Mesh. Et les external assets, c'est comme les sources sur DBT. C'est les tables qui ne sont pas gérées par SQL Mesh. Tu dois les déclarer dans un YAML. Si je cherche external models, voilà. Donc ça, c'est dans SQL Mesh, dans le code de SQL Mesh. Et donc, toutes mes tables sources sont déclarées ici. Mes tables sources que je charge avec Sling. Voilà. Donc du coup, je vais pouvoir revenir, je pense, sur le projet ici. Hop. Ce que je voulais, c'est donc je reviens sur Orders, donc ça doit faire 5 minutes largement. Ça fait 8. Je vais aller dans Lineage. Ce que je veux voir maintenant, c'est qu'est-ce qui se produit si je veux calculer ça et ceux qui sont downstream, ceux qui sont après. Sachant que ici, j'ai... attends, c'est pas Orders d'ailleurs. C'est pas Orders. C'était quoi déjà? C'était Stores. STG. Stores. Ok. Voilà, il est là. C'est dans Lineage. Il est là, STG Stores. Je veux juste les downstream. Donc, il n'y en a qu'un. Donc, je vais faire Materialize All. Et si tout va bien, s'il n'y a pas d'effet démo, ça devrait planter. Il y a une question, quelque chose? J'ai entendu quelque chose. Non, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça tourne. Voilà, ça a planté. On va aller voir pourquoi. Et surtout, ce que je veux vous montrer, c'est que l'asset downstream, lui aussi, va planter. En fait, sur SQL Mesh, il y a deux types d'audits. Il y a des audits bloquants et il y a des audits non bloquants. Et donc là, j'ai utilisé un audit bloquant. Donc, il est logique que mon module il fasse le même comportement que SQL Mesh. C'est-à-dire que si j'ai un audit bloquant, bah, les audits qui sont les modèles qui sont downstream, qui sont après mon modèle que j'ai calculé, qui plantent aussi. Donc là, on voit qu'il a fail la matérialisation. Celui-là, il a bien matérialisé, mais il y a des checks qui ont fail. Et comme prévu, le fail qui a check, enfin l'audit qui a fail, on va dire, c'est sur le store ID. La colonne store ID, j'ai mis la même valeur pour toutes les colonnes, enfin pour toutes les lignes plutôt. Et du coup, bah, ça plante. Voilà, c'est comme un DBT test qui plante. Et ce qui est intéressant de voir, du coup, c'est que ça fait aussi planter ceux qui sont après. Voilà. Et donc, il y a aussi des non-blocking. Il y en a qui sont non-bloquants. Je crois qu'ici, j'en ai un. La seule différence, c'est qu'ici, tu mets non-blocking à la fin. Et donc, mon module, il gère ça aussi. Donc, quand tu lances un non-blocking, ce que ça fait, c'est que ça passe, mais il y a un warning. C'est tout. Voilà. Ça te le dit, la matérialisation fonctionne. Et ici, l'asset check, au lieu d'être en rouge comme ça, c'est un avertissement, c'est un warning. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Qu'est-ce qui se passe si... alors normalement, je peux simuler aussi le warning. Il faut que je fasse un truc sur STG Supplies. Alors, Supplies, on va faire ça. Je vais corrompre la donnée. Donc là, j'ai corrompu la donnée sur la table Supplies. En fait, j'ai un audit sur le champ qui s'appelle Perishable.
Ah non, c'est supply name. Ouais, ok. Je vais devoir le faire sur notre colonne. Update. Cette supply name. Voilà. C'est bon. Ouais. Bah, je regarde si ah ouais, c'est name le nom de la colonne parce que je l'ai rename. Là, je vais corrompre la donnée. Voilà. Et donc, c'était sur supplies. On va aller sur l'asset supplies. Supplies. C'est STG. Ça. Il est là. Je vais faire un lineage. Donc, c'est celui-là. On va faire downstream. Je sais, ouais, ça fait 11 minutes que je l'ai calculé, donc normalement, ça devrait le faire. Là, normalement, si tout va bien, ça ne doit pas avoir le même comportement que l'autre. Le check, il va y avoir un check en warning et ça ne devrait pas empêcher les data marks derrière de se calculer. Voilà, donc là, on voit qu'il y en a deux complantés, on va aller voir ce que c'est. Et normalement, ceux-là vont se calculer quand même. Voilà, ils ont été matérialisés. Et ceux qui sont. Le seul check qui passe pas là, c'est parce que SQL Mesh n'a pas calculé là. C'est le fameux check pour SQL Mesh pour dire que ça n'a pas été matérialisé. Donc si je vais sur les checks, donc il y a le fameux execution statut dont j'ai déjà parlé, qui parle du skip là. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'ici, il a fail en fait. Il a fail, mais en warning. Ça, il n'a pas planté la matérialisation suivante. Et, comment ça, qu'est-ce que je veux dire voilà. Par contre, je vois que ça devrait quand même être vert. Bon, faudra que je corrige ce truc, c'est un truc à la marge. Ça me fait voir un micro-bug, on va dire. La logique voudrait que ce soit vert aussi, parce que ça s'est quand même exécuté. Je reviens en arrière. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Je pense avoir fait à peu près le tour de ce que fait cette intégration. Et en fait, du coup, ce que je peux vous montrer, c'est que je peux vous montrer la UI de SQL Mesh. Hop. Hop. Voilà. Donc voilà, là, on a la UI. Et la UI, on voit que c'est un peu comme, comme que les extensions DBT, si vous voulez. On peut voir tout le lineage, etc. C'est quand même assez bien fichu. Et donc, voilà, SQL Mesh, il génère un lineage. Et c'est ce lineage qu'on récupère sur le module. Donc là, on peut voir les tables qui sont upstream, downstream, etc. On peut lancer les commandes de plan, de apply depuis la UI. Toutes les commandes, quasiment la plupart de ce que tu peux faire en command line, tu peux le faire depuis la UI. Tu peux choisir ton environnement, def, prod. Tu peux vérifier s'il y a des breaking change. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer que ce lineage-là, c'est le même qu'on voit ici, en fait, hein, tout simplement. Je récupère le lineage généré par SQL Mesh et il s'affiche là. Voilà, celui-ci qu'on voit ici. Voilà. Donc, on a bien le lineage des tables. Et ce qu'on a en plus sur la UI de SQL Mesh, c'est qu'on a aussi le lineage niveau colonne. Donc, si je clique là, je peux voir le lineage de la colonne, d'où vient la colonne et où est-ce qu'elle arrive, si elle est rename, etc., etc. Ça, par contre, tu l'as pas tu l'as sur la version plus de Dapster. Tu peux le faire sur la version plus de Dapster, la version premium de Dapster. Tu peux voir le lineage niveau colonne. Voilà. Mais c'est pas sur la version open source. Donc je n'ai même pas essayé d'implémenter la feature. Mais par exemple, sur leur intégration des DBT, même l'intégration DBT Core, le module DBT Daxter, il le fait. Il remonte le lineage niveau colonne et du coup, ça remonte derrière dans la UI de Daxter+. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est la session de questions.
Vas-y, Soft Network, tu peux y aller. Stéphane, en fait, je me suis connecté avec mon compte pro. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est définitivement une erreur. Déjà, merci beaucoup, Thomas. Merci pour non seulement la présentation, mais aussi et surtout pour la contrib que tu as faite. C'est nickel. Moi, j'avais quelques questions, notamment par rapport au scheduling. Alors, j'ai sans doute mal compris. Et je m'en excuse par avance. Par rapport au choix qui a été fait de prendre le crône avec la fraîcheur la plus importante, est-ce que ça concerne l'ensemble du modèle ou bien ça concerne une partie de ce modèle? Ça lance tout. L'adaptative scheduler, il fait un SQL mesh run comme si je le lançais depuis la UI, comme si je le lançais depuis la command line. Il fait exactement ce que je vais faire là. Il va juste faire ça. Il prend tous les modèles. Il calcule tout. Sachant que SQL Mesh, derrière, il ne calcule pas forcément tout. En fait, il calcule que ce qu'il a besoin de calculer. Donc, ce n'est pas une tâche si compute intensive que ça en a l'air. Hein. Non, c'était pas du tout une critique. Mais oui, effectivement, il présélectionne des modèles. Alors que quand tu es sur la UI, effectivement, tu peux choisir les modèles que tu veux lancer. Je fais pas de fois. Je me pose cette question parce que dans mon expérience à moi, tu as des modèles qui correspondent à des datas qui ont une fraîcheur qui peut être effectivement quotidienne, qui peut être toutes les heures, qui peut être toutes les semaines, parfois pour des tables de référence une fois par an. Ouais, ça c'est géré au niveau des crons par SQL Mesh en fait. C'est géré ici quand tu déclares tes crons. Derrière SQL Mesh, il arrive à déterminer quand est-ce qu'il doit calculer la donnée. Ouais, mais alors c'est là où ça me dérange un peu. Alors je sais pas si c'est SQL Mesh, ou c'est les choix qui ont été faits par rapport à ton module, mais ce qui me dérange un peu, c'est, imagine, tu as reçu un fichier le matin. Donc bon, il a fait son boulot, il a lancé le job de chargement. Derrière, il a lancé les transfos correspondantes, etc. Le problème que je vois, c'est, imagine, ton fichier était vérolé. Enfin, vérolé au sens… alors, c'est passé, mais par exemple, tu avais 2 lignes alors que d'habitude, tu en attends 100 000. Et donc, tu remets le fichier et tu veux relancer le job de chargement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là par rapport au transfo? En fait, ça, tu peux le faire, mais il faut le faire sur Daxter lui-même. C'est pas SQL Mesh qui va t'aider à le faire. Ou alors, sinon, un autre moyen de le faire sur SQL Mesh, c'est que tu vas faire une table. Non, mais je ne veux pas le faire sur tu vas faire un select étoile, c'est juste un passe plat, et dessus, tu mets des audits. Et du coup, tu vas savoir quand ça fail, etc. Et ta table-là, déjà, tu fais en sorte que les audits soient bloquants, donc que la donnée ne descende pas plus loin. Et après, du coup, tu vas être alerté par Daxter que tu as eu des failures sur ces audits-là, etc. Sinon, l'autre solution… Le cas où, malgré les expectations ou audits que tu as positionnés, en fait, c'est passé, c'était passant. Je prends vraiment le cas que je ne considère pas vraiment à la marge, mais vraiment le cas où tu as prévu les expectations. Là, tu montrais dans ton exemple, par exemple, le fait qu'il fallait que telle colonne soit vraiment variante sur une ou l'ensemble des lignes. Tu peux même imaginer, tu fais un count et tu t'assures que tu es au moins 1000 lignes ou 10 000 lignes, parce que d'habitude, tu en reçois 10 000. Mais il n'empêche pas que concrètement, tu peux te trouver dans le cas où ton fichier, pour des raisons X ou Y, en fait, c'était pas le bon. Même si tu avais bien… Ah oui, je sais, ça arrive souvent dans les data platforms. Voilà. Et donc, du coup, moi, je ne te parlais pas par rapport à SQL Mesh en tant que tel, mais par rapport à l'outil d'orchestration. Qu'est-ce qui se passe si je décide de relancer via Daxter ou via un outil tiers, mais là, on est sur Daxter. Via Daxter, je veux relancer le chargement de correspondant. Derrière, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu peux faire des backfills sur Daxter. Ou bien est-ce que, parce que c'est ça qui m'a vraiment posé problème pour être transparent, c'est le fait que derrière, comme on passe par SQL Mesh et on considère que non, il a déjà fait son job, on bypass le chargement, alors pas le chargement, pardon, mais la transformation qui dépendait de ce chargement-là. Ou j'ai mal compris, c'est forcément…
Il y a quand même des façons sur SQL Mesh de forcer le recalcul. Est-ce que je peux le faire sur mon module là? Je ne pense pas. Sinon, tu peux faire des backfills sur Daxter. Tu peux déclencher des backfills. Comme Ouais, mais sur. tu backfill derrière au final. Ah oui, la backfill. Ah oui, sur Daxter, tu peux faire des backfills. Je sais plus où c'est dans la UI, mais tu peux faire des Oui, tu backfills. peux. Je confirme que tu peux. Je confirme que tu peux et que tu peux le faire sur une plage de date Ouais. très grande. Et donc, du coup, tu peux aussi forcer des backfills sur SQL Mesh. Bon, après, si c'est vraiment des cas à la marge où tu dois faire des opérations manuelles, en vrai, c'est pas vraiment à l'outil là de le faire en fait. Tu vas le faire avec la command line ou avec la UI SQL Mesh pour être plus précis et savoir exactement ce que tu fais. Mais tu peux effectivement, tu peux invalider des données, le forcer à recalculer des partitions. Avec SQL Mesh, en fait, tu forces en fait le recalcul. Tu peux le faire. Parce que moi, l'avantage que je vois dans un outil d'orchestration, que ce soit Daxter, Airflow, alors Snowflake, c'est un peu différent parce qu'ils n'ont pas, la capacité de publier réellement des événements, mais il y a moyen de s'en sortir quand même. C'est justement en parlant d'événements, c'est de dire, bah voilà, parce que j'ai rechargé la table et parce que puisque tu parlais de linéage, parce que j'ai une transformation qui dépend de la table A, B et C, qui peuvent être elles-mêmes des issues de transformation, peu importe, je publie des événements et c'est au déclenchement, à la réception, parce que je consomme ces événements, alors je vais me déclencher. Je ne me pose pas de questions. Tu peux le Savoir faire si aussi. j'ai Tu peux le faire. exécuté Tu ou peux pas faire de ma l'événementiel tarification sur Daxter. correspondante. Pardon? Tu peux faire de l'événementiel sur Daxter. Oui, bah, D'ailleurs, effectivement. Daxter Lag, Labs, je vais pas y arriver. Ils le font eux-mêmes sur leur propre projet. Ils font de l'événementiel en fait. Donc tu peux le faire. Tu peux le faire avec un sensor, mais il y a d'autres façons de le faire. Tu peux utiliser l'API de Daxter aussi pour prévenir que tu as mis à jour tel external asset, etc. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais tu peux faire de l'événementiel. Je te pose la question parce que par rapport à Starlake, c'est exactement là-dessus qu'on s'est positionné. C'est-à-dire qu'on est, que ça soit Airflow ou Daxter ou autre, on s'appuie uniquement, pas uniquement, mais on s'appuie essentiellement sur les événements. C'est ce qui nous permet de triguer l'ensemble des DAG. En s'appuyant sur le linéage et en s'appuyant sur les crawls, en respectant effectivement par rapport à un DAG ou définition au sens Daxter que tu as généré, de voir quelles sont les dépendances au sein de cette définition pour rester dans Daxter et en fonction des crônes éventuellement qui ont été positionnés, de voir quelle est la fraîcheur, le crône qui a la fraîcheur la plus importante. Mais en tout cas, c'est au final, si ta définition n'a pas été cronée, au sens propre du terme, si tu n'as pas spécifié de crône, c'est de pouvoir s'appuyer sur les événements, et donc, comme tu dis, via un sensor, de pouvoir s'appuyer sur les événements pour déclencher ces définitions et donc les opérations correspondantes, sans avoir forcément à vérifier que ça s'est déjà exécuté, donc je ne l'exécute pas. Donc, je ne suis vraiment pas du tout dans Enfin, tu peux appeler ça du backfill, mais c'est du backfill, on va dire, quotidien, tu vois. C'est pas le backfill parce que tu as vraiment un gros plantage et que tu veux relancer un certain nombre de choses, un certain nombre de. Mais c'est ce que fait la tâche SQL Mesh Run, en fait. SQL Mesh Oui, Run, il détecte qu'il a besoin de calculer et il calcule, en fait. En fonction de ce que tu as défini dans tes modèles. Ok, mais je te parle en dehors du fait d'avoir à passer par une commande SQL Mesh. Je te parle au niveau de l'orchestration. C'est un outil d'orchestration. Tu peux tout faire après sur Daxter. Si tu n'utilises pas SQL Mesh ou tu utilises autre chose, c'est hyper versatile. Les modèles, c'est du Python. Dans mon projet de démo, là, j'en ai qui sont écrits en Python exprès pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Tu vois, par exemple, là, c'est des data frames en Python, ça retourne une data frame, quoi. C'est du Polar, du Panda, je ne sais plus ce que j'ai mis dedans. Tu peux tout faire en Python, tu peux utiliser un truc comme DBT, utiliser le module qui va avec. C'est excessivement versatile, en fait. Tu fais vraiment ce que tu as envie. L'outil, il est très facile à étendre. Il y a des systèmes de hook, tu peux capter, tu peux déclencher des tâches s'il y a un asset qui a planté, s'il y a un asset qui a bien fonctionné aussi. Tu peux t'abonner à des assets, en gros, entre guillemets, pour déclencher des jobs, comme des DBT hook, si tu veux un peu le parallèle. C'est extrêmement versatile. Donc,
là, mon module, en gros, il essaie de couvrir les fonctionnalités de SQL Mesh. Le seul truc que fait pas mon module, c'est que justement les backfills, si tu as vraiment un backfill à faire, il faudra le faire en command line sans passer par mon outil. Parce qu'il gère pas Parce les qu'il n'y a backfills. pas de problème par rapport à Daxter. Hein. Tu peux très bien faire du backfill. Ouais, la mais nuit, tu pourras donc, pas sur le module que j'ai développé, là, que je vous ai montré, tu pourras pas déclencher un backfill parce que j'ai pas implémenté la feature pour le faire. En gros, enfin, j'ai pas implémenté ce qu'il faut pour le faire. Là, tu pourras pas faire de backfill. En tout cas, pas avec le module SQL, mais je crois que j'ai développé. Mais voilà. Et les systèmes de partition d'SQL Mesh, j'ai pas fait de transition, enfin de mapping avec les partitions de Daxter, parce que Daxter a un système de partition aussi. Oui. Ça, c'est le seul truc que couvre pas le modèle, parce que pour moi, c'est trop source de problèmes. Ça risque de poser plus de problèmes que ça risque d'en résoudre si j'implémentais la fonctionnalité. Mais si vous avez une bonne idée pour l'implémenter, je suis preneur. Hein. Mais actuellement, je l'ai pas fait. C'est le seul truc qui a pas été couvert comme feature. Mais là, je suis à peu près, c'est à peu près la même couverture que, parce qu'en fait, Tobico Cloud, ils ont une intégration avec Daxter, mais c'est la version, du coup, c'est sur le outil payant. Et j'ai regardé ce qu'ils faisaient leur module payant. Et le module que j'ai développé, il a à peu près le même niveau de feature. Ah bah, Bon, bravo. il a plus de feature, même, je dirais. Bravo. Franchement, bravo. Donc, ouais. C'est pas parfait, il y a encore des trucs qu'on peut améliorer. Mais c'est déjà pas mal, ma foi, pour l'instant. C'est déjà ça. Non, c'est bien. Non, mais franchement, il y a du super boulot. Enfin, tu as fait du super boulot. Hein. Ouais. En tout cas, voilà, vous avez la démo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question pour Thomas? Non? Salut, j'en ai une, si vous Ouais. permettez. Salut Thomas, merci Et pour la vas-y. du Ouais. coup. Du coup, j'ai compris que SQL Mesh, il a un built-in scheduler. Donc, pourquoi utiliser Daxter en fait? J'ai du mal. C'est un abus de langage. Je veux dire qu'il a un scheduler. Non, Ok, non, c'est pas mieux. Il y a, c'est un scheduler interne. C'est pas un vrai scheduler au sens scheduler, au sens scheduler Airflow, etc. C'est-à-dire, il a en gros, il a cette notion de cron qu'on voit ici, etc. Par ok, exemple là. Et ça lui permet juste de savoir, il va juste piocher dans son state, voir s'il a déjà calculé ça, etc. Mais c'est pas un vrai scheduler en termes de technologie distribuée sur des nodes. Il regarde si les tâches ont déjà été faites, etc. C'est beaucoup plus route que ça, entre guillemets, quoi. Ils appellent ça un scheduler parce que leur classe à l'intérieur s'appelle scheduler, etc. Parce que ça lui permet de planifier qu'est-ce qu'il doit faire quand il lance un SQL run. ok, Il planifie ce qu'il doit faire. Donc, il schedule, si tu veux, quelque part, mais il schedule de manière très locale en fonction de son state. Donc, oui, c'est un abus de langage. Mais ils appellent ça scheduler. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça. ok, d'accord. Et du coup, en l'état en prod, il faut forcément un orchestrateur au final, c'est ça que tu me dis. Oui, SQL Mesh, il faut un orchestrateur hein, pour le faire tourner. Hein. Ou alors, tu utilises la version cloud de SQL Mesh, la version Topico Cloud. Là. Ok, D'ailleurs, ils viennent d'être rachetés par Fivetran. On l'a annoncé en début de talk, mais je pense que tout le monde n'était pas là, mais ils ont annoncé ça hier. Tobico, donc ceux qui maintiennent SQL Mesh et SQL Glot, du coup, ils ont été rachetés par Fivetran. Apparemment, de ce qu'ils disent, ils vont continuer à maintenir l'open source et à le faire évoluer. On verra si c'est vrai ou pas, j'espère en tout cas. Mais c'est l'annonce qu'ils ont fait hier. Ouais. Ça fait beaucoup de bruit. Moi, Stack Data. ok. Ben, j'en ai juste une deuxième. C'était parce que tu nous as montré du full, mais en delta, ça marche comment? Parce qu'il y a la gestion. Il y en a un là ici. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai qu'un. C'est ici. Ok, C'est un incrémental, ça. Tu vois. ok, Donc, il tourne tous les jours. Il tourne à partir de cette date-là. ok, Tu lui dis, il y a plusieurs types d'incrémental. Donc là, c'est time range. Tu en as aussi par integer. Tu en as d'autres. Tu en as deux, trois. ok, Donc, tu déclares juste ça comme ça. Voilà. ok, ok. Ouais, tu as des variables spéciales, tu vois, un peu comme sur Daxter. Genre, là, tu as une variable spéciale start date, end date pour dire entre telle et telle date. Voilà.
D'accord, ok. Tu as quand même un peu de syntaxe magique, tu en as beaucoup moins que sur DBT. Hein. Mm. Mais par exemple, sur certains cas, effectivement, tu as un peu de syntaxe magique avec des arrobas, des trucs comme ça. Et tu peux aussi faire des modèles en Python. Et ça, c'est très, très puissant sur SQL Mesh. Et ça marche sur tous les environnements. Il marche aussi bien en SQL qu'en Python, SQL Mesh. Tu peux faire tous tes modèles en Python si tu veux. Ok. Soit via une API DataFrame, soit via une API qui génère du SQL et qui retourne du SQL. D'accord, ok. Ben, en tout cas, merci, c'est bon à savoir. Yes. Ouais. Merci beaucoup. Bon, bah, merci Thomas. Hein. Merci pour ce talk très intéressant. Hein. Merci à tous. Merci. Bon, si vous avez des questions pour Thomas, vous n'hésitez pouvez le pas. contacter au pire. Hein. Bon, en tout cas, merci, hein, merci encore Thomas. Ouais, de rien.